Bienvenue sur Géosic. Je suis Patrick Kersalé, le créateur du site. Donc, c'est vrai que on peut dire que c'est une œuvre parce que ça fait c'est 30 ans de ma vie au quotidien, dont 25 ans à plein temps, puisque depuis 25 ans, je ne travaille plus pour un patron, mais je travaille que pour moi-même, bénévolement. Alors, Géosic, quels sont les objectifs? Alors, les objectifs que j'ai décrits là sont des objectifs par rapport à la pédagogie, c'est-à-dire que je m'adresse quand même essentiellement aux professeurs de l'éducation nationale, enfin de langue française. Donc, contribuer à vaincre l'ignorance. L'ignorance, ce n'est pas seulement la connaissance des choses, mais ça va beaucoup plus loin. Donc, l'idée, c'est vraiment d'enseigner des choses profondes également. Lutter contre le racisme par la reconnaissance des valeurs culturelles des autres peuples. La grande problématique sur laquelle j'écris en ce moment, c'est sur l'arrogance. La problématique on le voit très bien en ce moment, ce qui se passe entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe et le monde, c'est l'arrogance. S'il n'y avait pas autant d'arrogance, je pense qu'on n'en serait absolument pas là. Mais l'arrogance, quand on a un président de la République qui va en Afrique et qui dit que l'Afrique n'a pas d'histoire, ça s'appelle de l'arrogance et ça conduit à des conflits. Reconnaître la beauté des autres cultures pour mieux les respecter, c'est véritablement ce que je fais depuis plus de 30 ans. C'est de montrer ce qu'il y a de beau dans les sociétés, quelles qu'elles soient. Et dans les sociétés traditionnelles, il y a de la beauté partout. Parfois, elle n'est plus perceptible, malheureusement, mais en tout cas, c'est vraiment mon objectif général de montrer la beauté. Porter un regard différent sur notre propre culture, c'est mettre finalement en abîme notre culture par rapport aux autres cultures. J'ai passé la matinée à travailler sur les pygmées Aka et on voit très bien la problématique, par exemple, chez les pygmées, où on veut sédentariser les pygmées, on veut les envoyer dans les écoles gouvernementales, alors que les pygmées aujourd'hui sont véritablement un des derniers modèles de société de chasseurs-cueilleurs, des derniers modèles sur lesquels on peut s'appuyer pour retrouver un peu de bon sens. Aider à reconstruire un discours personnel, à construire un discours personnel. On est, voilà, évidemment, aujourd'hui de plus en plus dans une société où on essaye de tout rendre de la même couleur, d'avoir un même discours, avec de plus en plus de censure. On le voit très bien en ce moment avec les médias. Donc, l'idée, c'est d'être un espèce de, enfin, je ne vais pas dire contre-pouvoir parce que j'en ai pas les moyens, mais en tout cas, de donner aux enseignants des idées et des outils qui leur permettent d'enseigner différemment. Et puis apprendre à respecter l'environnement. Eh bien, dans les vidéos, on voit effectivement comment les gens peuvent vivre, par exemple, lorsqu'on va aller couper un arbre, couper une plante, ou quand on va aller chasser un animal, eh bien, il y a des prières, par exemple, et donc c'est aussi une manière de respecter l'environnement, c'est-à-dire que lorsque l'on va faire une demande à la nature pour prélever quelque chose, la nature peut refuser. Donc, ça fait partie de ces cultures traditionnelles et qu'on a oubliées aujourd'hui. Alors, à qui s'adresse Géosic? Bon, ça, je l'ai déjà un petit peu. Donc, au corps enseignant en langue française, de la maternelle à l'université. Vous connaissez probablement les éditions Luc Divine à Lyon, qui, depuis une douzaine, quinzaine d'années maintenant, vend des outils pour l'éducation nationale, pour les professeurs de musique, entre autres. Donc des livres, des disques, des CD, des DVD, pardon, et puis des instruments de musique. Et donc, grâce à Luc Divine, j'ai pu, comment dirais-je, m'adresser non seulement aux enseignants en France, mais également dans tous les pays francophones du monde.
Alors, les parents enseignants à domicile, alors ça, évidemment, pour moi, c'est encore d'actualité, même si pour le gouvernement, ce n'est pas d'actualité. Mais j'espère que le gouvernement ou le futur gouvernement reviendra en arrière sur cette histoire où on ne peut plus enseigner à domicile. Les chercheurs, donc les musicologues, les anthropologues, les universitaires, qui sont aussi, je dirais, mes clients parce que j'apporte des éléments nouveaux. Alors, il y a des choses sur le site qui n'existent pas encore, mais qui existeront dans l'année qui vient. C'est-à-dire, ce sont des longs métrages, c'est-à-dire ce sont des rushs de vidéos où on pourra découvrir, par exemple, des cérémonies de funérailles ou tout un tas de cérémonies rituelles, donc de bout en bout. Alors, les musicothérapeutes, évidemment, puisque je suis aujourd'hui avec vous, donc les musicothérapeutes en quête de musique ancrée dans un univers, dans des univers sociaux incarnés et non plus issus de la musiculture industrielle. Moi-même, j'ai essayé parfois de chercher des musiques sur Internet, sur YouTube, ces musiques dites relaxantes, mais qui sont en fin de compte des musiques extrêmement stressantes. En tout cas, vue de ma fenêtre. Et voilà, j'espère pouvoir apporter ces musiques qui ont fait leur preuve depuis des milliers d'années. Ce matin, quand j'écoutais les chants pygmées, je me disais, mais voilà, ce sont vraiment des choses extraordinaires pour calmer et pour apporter du bien-être et du bonheur aux gens. Voilà, puis les passionnés des cultures du monde, évidemment, s'il en reste encore. Alors, les valeurs de Géosic sont les valeurs que je porte moi-même, en tout cas. Donc, c'est témoigner du passé et du présent pour envisager un meilleur futur. Sache d'où tu viens pour savoir où tu vas. Valoriser les sociétés au mode de vie traditionnel et la beauté de leur culture, ça je le dis déjà. Promouvoir la diversité culturelle et religieuse des peuples du monde. À partir du moment où on connaît mieux, où on peut approcher cette diversité religieuse et Dieu sait qu'elle est vraiment diverse, même au sein d'une même religion, eh bien, à partir du moment où il y a la compréhension, on peut amener le respect. Géosic transcende la définition des termes musique et danse au profit de celui de communication. J'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Musique traditionnelle du monde, communiquer ici, là-bas et au-delà, parce que il y a dans nombre de sociétés du monde, le mot musique n'existe pas. Alors c'est très compliqué d'imaginer qu'on puisse parler musique avec les gens qui n'ont pas ce mot-là. Donc, ce livre a vraiment pour objectif d'apporter un éclairage sur ce que j'appelle la communication. Donc, communiquer ici, c'est ce que je pourrais faire si j'étais devant vous. Communiquer là-bas, finalement, c'est comment on peut communiquer avec des outils de communication, tels les trompes, tels les congs, tels les tambours, etc. Comment on peut communiquer à distance avant l'invention du téléphone et des smartphones. Et puis la communication au-delà ou avec l'au-delà, c'est la communication avec le monde de l'invisible. Et puis, donc, une dernière chose, c'est que Géosic est apolitique et areligieux, même si on y parle de religion, et on y parle beaucoup de religion, ou en tout cas les manifestations. Diversité d'intervenants et de points de vue. Alors, par-delà les apports directs de Patrick Kersalé, donc de moi-même, des centaines de sujets traités et des milliers de musiciens, danseurs ou artistes, Géosic est allé interviewer des artistes, des musiciens, des danseurs, des analystes, des scénographes, des responsables religieux et des dizaines de chercheurs à travers le monde. Alors, les chercheurs plutôt en France, puisque c'est une chaîne, enfin, en tout cas, c'était des médias francophones. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec des gens du CNRS qui sont les pointures dans chaque discipline. Alors là, je vais vous faire, je vous passe une petite vidéo très très courte, 3 minutes, sur un petit peu les détails de Géosic et sur la manière dont on peut l'exploiter. Sur Géosic. Pardon ? Je pense que ton écran pour nous, il est figé en fait. Il est sur objectif de Géosic et
Voilà, super. Ah d'accord. Ok, d'accord. Désolé. Je ne sais pas pourquoi. Hier, ça fonctionnait correctement. D'accord. Donc, je lance ça. Oui. Bienvenue sur Géosic. Je suis Patrick Kersalé, le créateur du site. Géosic s'adresse aux enseignants, aux chercheurs et d'une manière générale aux passionnés de culture du monde. Tous les contenus sont originaux, essentiellement collectés par moi-même autour du monde depuis 1991. Sur Géosic, il est question de musique, de chant, de danse, de théâtre ou encore de littérature orale des peuples du monde. Le site a été conçu pour une exploitation facile à travers des PAE, c'est-à-dire des prêts à enseigner. Le PAE est un document interactif contenant du texte, des photos, des vidéos, des enregistrements, des schémas, des cartes, enfin, du tout en un. En complément des PAE, vous pouvez accéder à des dizaines de films documentaires, les docus, produits par Géosic. L'onglet « Explorer » vous donne accès à 20 rubriques à travers lesquelles sont répartis PAE et docus. Les PAE sont au cœur de l'offre de Géosic. Ils proposent des thématiques originales accessibles à partir d'un sommaire qui vous amène directement à destination. Le nombre de vidéos et d'audio de chaque PAE est mentionné en fin de sommaire. Un chevron, en bas à droite, vous permet de remonter instantanément au sommaire. Les images individuelles ou en galerie peuvent être agrandies par simple clic. Géosic dispose d'un puissant outil de recherche permettant de retrouver n'importe quel mot ou groupe de mots sur le site. Un onglet Favoris vous permet de mémoriser vos choix et de les partager. Géosic vous offre une information pertinente, légale, pérenne et sans publicité. Si vous êtes enseignant, vous êtes ainsi assuré que le cours préparé sera toujours accessible au moment où vous en aurez besoin. De plus, vous n'avez aucun risque de tomber sur un contenu non désiré. Des liens vous permettent d'accéder à des sujets connexes ou encore d'écouter la prononciation d'un mot étranger. Certains termes étrangers sont mentionnés dans leur graphie originale afin de vous permettre de faire des recherches sur Internet. Il existe 3 niveaux d'accès à Géosic. Si vous venez d'arriver, vous êtes en mode découverte. Pour accéder au niveau Passion, inscrivez-vous gratuitement en cliquant sur Adhésion. Pour accéder à toutes nos ressources, osez le niveau Enseignement. Votre achat sera valable durant 1 an de date à date. Géosic s'enrichit en permanence de nouveautés. Notre devise est « Écouter et voir le monde ». Alors, bon voyage sur Géosic. Voilà, donc je vais peut-être très rapidement balayer les 20 rubriques qui sont vraiment la base de l'offre de Géosic. Donc c'est quelque chose d'assez simple. La musique dans tous ses états, alors ça c'est une espèce de fourre-tout dans lequel on peut trouver tout ce qui concerne la musique, la voix dans tous ses états, la même chose autour des voix du monde. Donc, j'ai parlé de contenu traditionnel, donc il y a finalement assez peu de choses qui ont trait à la musique savante européenne. Il y a parfois des choses, mais c'est vraiment pas pour l'instant le tas du développement. La danse dans tous ses états, le théâtre dans tous ses états. Donc, le théâtre, c'est pour l'instant essentiellement le théâtre d'ombre, le théâtre de marionnettes, les théâtres d'ombre d'Asie, sur lesquels j'ai pas mal travaillé. La littérature orale dans tous ses états, alors ça, c'est quelque chose qui va être assez fourni. Donc, il y a déjà une offre, mais une offre qui va s'agrandir puisque j'ai fait des collectages de contes, de légendes, de proverbes en Afrique de l'Ouest, en Asie. Donc ça, tout ça, ce sera disponible sur le site dans l'année qui vient. Donc, il y a déjà une offre. Archéomusicologie. Donc l'archéomusicologie, c'est tout ce qui a trait aux musiques qui ont disparu. J'ai travaillé essentiellement sur la musique de la préhistoire, donc du paléolithique à l'âge du fer, sur les musiques du Moyen-Âge et puis sur les musiques des Khmers anciens.
Donc ça, c'est mon travail depuis 10 ans. L'archéochorégraphie, donc ça, c'est tout ce qui concerne les danses du monde. Donc, on va avoir un grand projet qui est déjà tourné, qui a été publié, mais qui va être publié ici sur les danses du Moyen-Âge. Mais j'ai également, là, il y a des choses qui sont déjà disponibles sur les danses de l'époque angkorienne. Les instruments du monde, donc par thématique, par thématique et par famille instrumentale. Ce matin, par exemple, j'ai travaillé sur l'arc musical. Donc, il y aura, par exemple, l'arc musical d'Afrique, l'arc musical qu'on peut trouver en Asie. Voilà. Donc, ce sera classé de cette manière. Après, la facture instrumentale, donc tout ce qui concerne la manière dont sont construits les instruments, donc à partir des matériaux, à partir des dimensions corporelles, ça c'est quelque chose qui est assez peu connu et qui est pourtant extrêmement passionnant parce que c'est vraiment la vie avec un grand V, avec le nombre d'or, avec toutes ces choses. Les matériaux, donc c'est une entrée un peu particulière puisqu'on a des familles d'instruments qui vont être en bambou, en calebasse, en bronze, en bois, etc. Donc il y a une entrée par les matériaux. Les profs de l'éducation nationale sont assez friands de ce genre de choses. Donc, il y a une rubrique sur les orchestres du monde, parce que les orchestres, c'est quelque chose de très intéressant qui nous permet de suivre finalement l'évolution de la musique depuis des temps très anciens. J'ai notamment travaillé au Cambodge sur les instruments de l'époque angkorienne, les instruments de cour, et on s'aperçoit que les instruments de cour qui sont au Cambodge sont venus de l'Inde et que depuis le 5e siècle jusqu'à aujourd'hui, on a conservé les mêmes structures orchestrales. Voilà. Après la communication, ça j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire on gomme la notion de musique, la notion de danse, par exemple, pour ne parler que de communication. La géographie, donc on a une entrée, on aura des entrées par continent, sous-continent et par pays. Religion, donc là, une entrée par religion, incluant les animistes. L'enfance, donc des outils notamment pour les crèches ou pour les maternelles, avec comment on peut utiliser des petits objets, des petits instruments de musique. Donc ça, c'est aussi pour les musicothérapeutes, du coup, parce que quand vous avez aussi à traiter les enfants, donc parfois il y a des outils que vous connaissez évidemment probablement beaucoup plus que les gens qui travaillent dans les crèches. Il y a une offre, en tout cas, parce qu'évidemment en France en particulier ou en Europe, on a de plus en plus de contraintes avec la sécurité, donc il y a des outils qu'on peut utiliser, d'autres qu'on ne peut pas utiliser. Des instruments qui sont utilisables par les enfants et des instruments qui ne sont utilisables que par les adultes à l'attention des enfants. Un travail autour de l'acoustique, pour l'instant qui n'est pas très fourni, mais qui va voir le jour, enfin, petit à petit, donc l'acoustique des instruments, mais également l'acoustique des lieux. Je vais bientôt partir dans un pays où je vais travailler là-dessus. Et puis le patrimoine UNESCO, parce que l'UNESCO, depuis une vingtaine d'années, classe, on en a parlé hier, il y avait déjà quatre classements du Cambodge pour les patrimoines immatériels qui concernent la musique, la danse, le chant. Donc, Géosic a eu la chance finalement de travailler sur des terrains avant que ces patrimoines deviennent UNESCO. Et aujourd'hui, voilà, je suis un peu rattrapé par l'UNESCO, et donc il y a des choses à montrer. D'autant que je suis assez, pardonnez-moi, je vais dire un peu en colère. J'ai écrit à l'UNESCO pour leur dire qu'ils ont une chaîne sur YouTube qui s'appelle UNESCO en français, et que c'est une véritable catastrophe de voir comment ils ont traité dans leurs vidéos les choses. C'est absolument pas scientifique, c'est bourré d'erreurs. Et donc, bon, je vais dénoncer ça un peu. Je ne suis pas dans le genre à dénoncer les choses, mais là, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils ne peuvent pas traiter. Voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est l'arrogance.
C'est-à-dire qu'on ne laisse pas aux gens du cru de faire la propre promotion de leur travail sur le site UNESCO. C'est fait par des gens qui ne sont pas du tout ni des musicologues, ni quoi que ce soit. Et donc, on se retrouve avec des textes et avec des vidéos qui sont bourrés d'erreurs. C'est absolument inacceptable. Donc voilà, donc ce sera un des travaux de Géosic de remettre un peu d'ordre là-dedans jusqu'à ce que l'UNESCO réagisse. Et puis, technique et mode de vie, j'ai eu souvent des critiques dans ma vie où on m'a dit, avec Arcelé, tu nous montres les musiques, tu nous montres les gens, mais on ne voit pas les paysages. Donc là, l'idée, c'est de montrer aussi tout ce qui entoure la musique et la vie musicale, la vie dansée. Donc, ça va de l'agriculture, du tissage, de la transformation des céréales, etc. Parce que c'est très important de faire comprendre que finalement, toutes ces musiques que l'on dit être musique dite traditionnelle ou musique traditionnelle, eh bien, elles sont souvent adossées à des modes de vie. Parce qu'évidemment, si par exemple on fait du battage des céréales à la main, on a des champs de battage. Dès lors qu'on amène la boissonneuse batteuse, c'est fini, les champs de battage disparaissent. Donc c'est un peu ça l'idée. Et puis voilà, après, donc évaluation. L'évaluation, ce seront des quiz. Donc, pour l'instant, ils n'existent pas, mais ils sont déjà écrits et ils devraient voir le jour dans les 2 mois qui viennent. Voilà, une évaluation à partir de quiz. Alors, je vais avancer sur l'image d'après. Donc, je vais vous parler, avant de vous laisser la parole, un peu sur l'évolution du site, qu'est-ce qui va se passer. Donc, évidemment, on va faire évoluer le nombre et la diversité des sujets. Donc, il y a déjà des sujets qui sont préparés, mais qui ne sont pas encore sur le site. Une évolution des zones géographiques, c'est-à-dire que j'ai travaillé essentiellement depuis 35 ans en Afrique, en Asie, en Europe, un peu au Mexique, mais voilà, par exemple, tout le monde proche-oriental, arabe, j'ai fait des enregistrements en France avec la diaspora, mais je n'ai pas fait grand-chose dans ces zones-là, donc je vais partir très bientôt, dans quelques mois, Proche-Orient, Moyen-Orient, pour réparer tout ça. Voilà, donc également les créations de contenu vidéo in extenso pour les chercheurs, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc des cérémonies in extenso, de ce que j'ai pu filmer, des choses qui ont même déjà totalement disparu. Développement des contenus audio. J'ai des centaines d'heures de contenus audio, des choses qui ont été publiées, d'autres non, dans lesquels les musicothérapeutes, vous pourrez trouver votre bonheur. Adaptation à la demande des clients. Donc, s'il y a des profs ou des musicothérapeutes qui demandent des choses particulières et que je suis capable de les fournir, je le ferai. Dans un deuxième temps, je pense d'ici 1 an, on va commencer à adapter le site en langue anglaise, puisque la langue française, hormis évidemment pour les enseignants d'éducation nationale, la langue française reste le must, mais quand je fais le bilan, par exemple, sur mon site soundsofencore.org, qui traite du Cambodge et de la musique cambodgienne, j'ai à peu près 99% des vues qui sont en anglais et 1% qui sont en français. Donc, voilà, no comment. Adaptation dans d'autres langues, donc selon les demandes, il pourra y avoir des adaptations en japonais ou en russe, par exemple. Ouverture d'une section spéciale en langue vietnamienne, puisque j'ai eu énormément de contenu sur le Vietnam, des choses qui aussi ont parfois disparu. Donc ça, ce sera tout bientôt. Et puis une section sur le Burkina Faso, où j'ai beaucoup travaillé pendant une dizaine d'années, et nous avons un musée à Bobo Dioulasso qui s'intéresse à la musique, à la danse du Burkina, et qui a fait depuis 20 ans de très nombreux collectages en brousse, des choses qui n'ont jamais été publiées. Donc ça va être l'occasion d'offrir ce site pour le Burkina Faso. Alors, voilà, donc j'en ai terminé avec cette présentation rapide. Je ne sais pas, je ne vous vois plus. J'espère que Merci Patrick pour ta présentation qui était très riche. Je vais tourner la caméra pour que tu puisses voir. Oui, parce que c'est un peu compliqué de parler dans le vide, mais… Ouais, complètement.
Donc, je ne sais pas si vous me voyez, mais je vous fais un signe de la main. On te voit, oui. Vous me voyez, d'accord, super, ça me réjouit. Donc, peut-être, il y a enfin, peut-être la première option, c'est d'avoir déjà une réaction à chaud sur ce site, sur cette présentation. Si vous avez déjà des questions, des réactions, des demandes, et puis après, on va avancer. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens, des enseignants également, ou d'anciens enseignants, ou des futurs enseignants? A priori, non. Non. Est-ce que tu vois bien tout le monde, Patrick? Oui, je vois tout le monde. Oui, je vois tout le monde. Il y a plein de jolies filles. Ouais, c'est super. Est-ce que vous avez des questions particulières sur le site? Oui. Bonjour, Monsieur Kersalé. Bravo pour tout ce travail remarquable et heureusement qu'il y a des personnes comme vous pour nous ouvrir un peu le regard, nous ouvrir sur le monde, bon, par le biais de la musique, mais pas seulement. La musique, en fait, fait partie de la vie pour beaucoup et en fait ne s'appelle pas musique. En effet, nous, c'est un concept un peu qu'on s'est inventé, mais c'est comme ça, chacun a évolué à sa manière. C'est ça aussi la richesse des différences. Pas simplement voir les peuples dits primitifs, mais aussi l'évolution qu'il y a eu dans le monde entier. Et il y a des richesses, il n'y a pas tout l'un ou tout l'autre. Et c'est ça, et vous nous ouvrez une ouverture justement, peut-être sur des choses qu'on oublie ou le grand public n'est pas en demande de connaître. Voilà, et merci pour ça, pour les futures générations aussi qui vous laissez une trace qui, je pense, est importante. Quand on voit tout ce qui disparaît au niveau oral, eh ben, il faut en effet trouver des moyens de laisser des traces. Et aujourd'hui, ben, c'est numérique et il faut passer par là. Ma question, elle était essentiellement tout ce travail que vous faites et que vous continuez à faire. Enfin, ça me paraît beaucoup pour un seul homme. Est-ce que vous êtes assisté par d'autres personnes? Je sais qu'en université, ben, y a beaucoup d'étudiants qui vont, même doctorants, enfin, qui voyagent et qui ont des projets d'ethnomusique. Est-ce que vous travaillez en partenariat? Est-ce que vous en avez le projet? Sinon, voilà. Bien, merci. Merci pour tout cela. Écoutez, oui, c'est beaucoup pour un seul homme, mais je travaille beaucoup. J'ai travaillé entre 12 et 16 heures pendant une vingtaine d'années. Maintenant, j'ai un petit peu levé le pied parce que je suis au Cambodge et que voilà, il fait nuit très tôt le soir, donc on n'a plus trop envie de travailler, que les yeux vieillissent et que c'est compliqué. Mais ce que je réponds souvent, c'est que déjà, je ne perds jamais de temps en réunion avec moi-même. Donc ça gagne du temps. Sinon, effectivement, j'ai plutôt des doctorants qui viennent vers moi. Enfin, je crois que Jean en était un. Enfin, il n'était peut-être pas doctorant, mais en tout cas, il faisait son master, je crois, au Burkina Faso. Donc, il y a des gens qui viennent me voir, que j'aide à trouver des sujets ou que j'aide un peu en leur fournissant des médias. Je n'ai pas eu trop d'occasions, je dirais, de publier des choses qui ont été faites par des doctorants. En ce moment, je commence à aller regarder des thèses qui ont été faites autour de mes sujets et puis de renvoyer sur ces sujets de thèse, pas plus tard que ce matin, par exemple, sur les pygmées, très bel article qui a été fait sur l'arc Ngiti, qui est un arc joué par les femmes, uniquement par les pygmées Aka, et qui a fait l'objet d'un très bel article par Vincent Dehoux, qui est un chercheur CNRS. Voilà, donc oui, évidemment, ça, c'est le genre de choses qui m'intéresse, de pouvoir enrichir cette base de données. Donc, s'il y a effectivement des gens qui veulent aider, ça, c'est vraiment sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser à Monsieur Kersalé sur Géosic ou éventuellement sur son intervention d'hier, si il y avait des questions. Ah, d'accord, Vincent Rouillet qui a levé la main.
Je, je peux- Je ne sais pas si on m'entend. Parfaitement. Ah, bonjour. Excusez-moi, je voulais mettre une question dans le chat, mais je ne sais pas pour quelle raison la discussion est désactivée. Alors, je ne sais pas si c'est que de mon côté ou si c'est général. En tout cas, je ne peux plus écrire dans le chat. Je vous Je écoute. ne sais pas pour quelle raison. Merci, merci. Bonjour, Monsieur Carsalé. Je suis vraiment impressionné par votre travail. J'avais une question pour avoir vécu ça au Sénégal, puisque j'ai moi-même un intérêt pour les musiques du monde et notamment pour la musique d'Afrique noire et d'Afrique de l'Ouest. Et je sais que j'ai vécu un événement une fois qui m'a un peu perturbé et je me suis posé la question si vous aviez eu ce genre de choses, c'est-à-dire que j'avais demandé à des gens, des musiciens, si je pouvais filmer leurs prestations et on m'a répondu que non. Parce que dans alors c'était dans un village Peul, un peu reculé du côté de Koutal, et en fait on m'a répondu que dans leur tradition, dans leur croyance, le fait de filmer ou de prendre une photo volait l'âme des gens. Et donc, je me suis posé la question, je vois que vous avez filmé énormément de choses durant toute votre carrière, et je me posais la question si ça vous était vous aussi arrivé, et si oui, comment est-ce que vous aviez pu convaincre les gens de filmer et d'observer leur rite. Voilà, merci. Je vous en prie. Écoutez, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé de cette manière, en tout cas vis-à-vis de cet argument. C'est arrivé à un ethnomusicologue qui travaillait chez les Indiens d'Amazonie, où on lui avait autorisé, alors après un certain temps, on l'a autorisé à enregistrer et à filmer, mais il fallait surtout pas qu'il emmène les enregistrements, qu'il leur fasse traverser la mer avec un avion. Voilà, donc on peut effectivement avoir ce genre de réaction. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Bon, ça m'est jamais arrivé. J'ai eu une fois un refus pour pour une cérémonie d'initiation. Bon, ça, mais à partir du moment où on me le refuse, je n'insiste pas. Je me suis, en fait, dès le départ, il y a 35 ans, je me suis positionné comme un pont temporel, c'est-à-dire à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, les gens n'avaient aucun moyen de faire les enregistrements, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, un pont temporel pour pouvoir un jour restituer tous ces patrimoines. Et finalement, c'est déjà le cas, et ça a été le cas déjà depuis quelques années, où finalement, il y a des choses qui ont disparu. J'ai travaillé, par exemple, pendant 13 ans dans une royauté qui s'appelle le Royaume Gan au Burkina Faso, où tous les musiciens de la royauté sont morts, le roi est mort, et toutes ces choses-là sont perdues. Donc aujourd'hui, j'ai déjà tout remis ça sur le site Internet, et enfin sur Géosic, et j'ai eu l'autre jour la fille du roi au téléphone, et évidemment c'était une très grande joie où les gants donc, vont pouvoir récupérer tout ce patrimoine. Je l'ai fait également au Vietnam, chez les Jarai, où j'ai redonné moi ce que j'ai fait moi, mais ce qui avait été fait aussi dans les années 50 par un prêtre, un missionnaire qui était aussi chercheur CNRS. Donc voilà, ça fait vraiment partie de mon écosystème et, et de ce que j'aime faire, bien sûr. Donc l'objectif, alors sur ce site, comme vous avez vu, il y a une partie qui est payante, mais il y aura évidemment toute une partie, tout un tas de médias qui seront gratuits, des pages qui seront gratuites. Tout ce qui concerne la restitution de patrimoine, ce sera accessible à tout le monde. Voilà, il y a des dossiers transversaux là, qui sont vraiment faits pour les enseignants, qui eux seront en accès payant. Mais sinon, évidemment, toutes les choses qui peuvent être importantes pour les peuples, et puis ce sera en accès gratuit. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a une question sur le Zoom, sur la discussion du Zoom. Alors, Marie Bigourdan-Brouard, si vous voulez, vous pouvez allumer votre caméra et votre micro si vous souhaitez poser votre question directement. Oui, bonjour. Merci. Bonjour. Merci beaucoup pour tout ce partage et pour
cette œuvre vraiment immense que vous avez, que vous développez. Moi, je me questionnais sur la musicothérapie au Cambodge. Et voilà, est-ce qu'il y a des musicothérapeutes? Est-ce qu'il y a des rites traditionnels qui se déroulent encore actuellement? Enfin, voilà, comment la musique dans un cadre thérapeutique est pensée dans ce pays? Eh bien, c'est Marie, votre prénom, c'est cela? Oui, c'est Marie. Ben, écoutez, Marie, vous êtes vraiment l'envoyée du ciel. Vous êtes l'envoyé du ciel puisque je vous ai prévu quand même un petit cadeau à tous et je vais vous donner la réponse, la meilleure réponse qu'on puisse faire. Donc, je vais aller sur le site. Sur le site, je vais aller il y a une partie musicothérapie. Alors, j'espère que vous voyez l'écran. Voilà, musicothérapie. Et puis, il y a un projet sur lequel… Excuse-moi, Patrick, on ne voit Oui. pas ton écran. On est resté sur la vidéo de présentation. D'accord. Ah oui, pardon. Ah oui, donc je ne connais pas encore tout de du site. Voilà. Partager. Voilà. Ça va, vous le voyez là? Oui. Musicothérapie, d'accord. Donc, je vais aller sur Cambodge, thérapie spirituelle, le rappel des Pralong. Alors ça, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé en 2018-2019 et qui m'a valu, alors pardon pour le peu, le prix Jean-Marc Fischer. Jean-Marc Fischer, qui était un psychiatre ou un psychologue suisse qui est mort et qui a voulu continuer un travail de recherche par des gens, enfin par des chercheurs. Et donc, moi, j'étais dans la thématique qui s'appelle soins et spiritualité. Et donc, j'ai travaillé sur ce projet, pas tout seul, mais avec une dame qui s'appelle Sylvia Mohr, qui est une Suisse et qui est professeure qui a une chaire de psychologie de la religion en Suisse et qui a travaillé pour l'hôpital de Genève pendant très nombreuses années. Elle continue de travailler. Et c'est-à-dire que dans sa discipline, eh bien, on aborde la maladie à travers le filtre de la religion. On ne va pas traiter un chrétien comme on va traiter un bouddhiste ou comme on va traiter un animiste. Il faut bien imaginer que, par exemple, imaginons que vous avez un personnage qui s'appelle un prêtre catholique, et qui lève l'hostie et qui dit voilà, transformez-moi ce pain et ce vin en corps et sang du Christ. Alors, s'il est prêtre et qu'on connaît la religion chrétienne, on va dire bon, il est saint d'esprit. Mais si on a un patient qui fait ça et qui sort de nulle part et qu'il n'est ni chrétien ni rien du tout, voilà, on va dire il a un petit problème. Voilà. Donc, il est important dans la thérapie de prendre en compte l'aspect religieux. Alors, pour répondre à Marie, donc effectivement, au Cambodge, c'est probablement là où j'ai travaillé dans une quarantaine de pays, donc depuis 10 ans au Cambodge. C'est probablement là où j'ai vu les choses les plus extraordinaires en termes de thérapie, voilà ce que j'appelle la thérapie spirituelle. Et je dirais presque que tout bon musicothérapeute devrait venir faire un tour au Cambodge et subir, le mot n'est pas très bien choisi, mais en tout cas, passer le rappel des pralong. Alors, les pralong, ça veut dire quoi? Pralong, ça veut dire les âmes ou les principes énergétiques. C'est quelque chose entre les deux, parce qu'on ne sait pas évidemment le traduire, puisque personne ne les a jamais vus. Alors, dans la croyance khmer, donc, alors, les Khmers, c'est l'ethnie majoritaire du Cambodge. Hein. Donc, là, on est vraiment chez les Khmers. Donc, les Khmers, dans leur croyance, il y a 19 pralong, c'est-à-dire 19 âmes.
Ce qui veut dire que lorsque vous n'êtes pas bien dans votre tête ou que vous êtes fatigué ou vous êtes malade, ça veut dire qu'il y a des âmes qui sont parties. Je vais arrêter de les appeler prolongues, je vais dire âme, ça va être plus simple pour le discours. Donc ça veut dire qu'il y a des âmes qui sont parties. Et puis, lorsque toutes les âmes sont parties, les 19 âmes, ça veut dire que vous êtes mort. D'accord ? Mais tant qu'il y en a encore à l'intérieur, ça veut dire que vous êtes vivant, mais il y a un petit problème. Alors, pourquoi il y en a 19 ? On ne sait pas trop, mais vous voyez, par exemple, vous voyez la petite main en bas à droite de l'écran, eh bien, les Khmers anciens, alors anciens, c'est-à-dire les vieux Khmers aujourd'hui encore savent compter comme ça, donc ils comptent avec leurs pouces, 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à 19. Donc, ce nombre 19 est le nombre des âmes. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment trouvé d'autres occurrences qui puissent expliquer pourquoi 19. Donc, ce prolonge, on peut l'appeler âme, souffle vital, esprit vital, énergie vitale. Voilà. Donc, c'est en tout cas quelque chose qui tient en vie. Alors, chez les bouddhistes, parce que je vous ai dit hier, donc au Cambodge, la devise du gouvernement, enfin la devise de la nation, c'est nation, religion, roi. Donc la religion, c'est la religion officielle qui est donc le bouddhisme Theravada. Et ce rituel de rappel des âmes, est conduit par des moines bouddhistes et des femmes laïques. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment complètement bouddhiste, mais on est vraiment là dans un syncrétisme religieux qui fait appel à des notions d'animistes, des notions animistes, c'est-à-dire la religion primordiale du Cambodge avant l'arrivée des hindous, des éléments qui ont trait à l'hindouisme, des éléments qui ont trait au Ramayana. Hier, on a vu Monsieur Titienne, là, le maître Titienne, qui agitait ses marionnettes des personnages du Ramayana. Donc, le Ramayana existe au Cambodge depuis les premiers siècles de notre ère et continue aujourd'hui, je dirais, dans une moindre mesure. Enfin, en tout cas, jusqu'à la période de Pol Pot, le Ramayana était extrêmement vivant et donc a vraiment beaucoup influencé la société cambodgienne, la société khmer. Alors, chez les Khmers, la maladie, c'est pas des virus. Enfin, en tout cas, dans la manière traditionnelle, quoi. Si on est malade, c'est parce qu'il y a des âmes qui sont parties, ça veut dire qu'on nous a jeté un sort, ça veut dire qu'on a fait quelque chose qui a blessé le Bouddha ou qui a blessé les divinités hindouistes ou les divinités animistes. Donc, on est dans la magie. Alors, ce que je vais appeler quand même la magie. Donc, voilà, il y a un chapitre sur les recours thérapeutiques traditionnels. Donc, avant tout, il y a une Bretonne ici au Cambodge qui a fait sa thèse justement sur les thérapies au Cambodge et qui écrit en substance que les Khmers sont des gens qui ne sont pas tous allés à l'école. Ceux qui sont allés à l'école sont souvent allés pas très loin à l'école. Et donc, il y a une espèce ils se sentent un peu en infériorité par rapport aux médecins. Donc, on ne va jamais, au départ, chez le médecin de prime abord. Donc, on va d'abord aller voir ce qu'on appelle ici les krus. Alors, krus, ça vient de gourou, donc du sanskrit gourou, dire le maître. Donc, on va aller voir les krus qui sont des guérisseurs traditionnels qui font des thérapies magiques ou qui font des thérapies énergétiques. Il y en a qui sont très bons, il y a aussi beaucoup de charlatans. Voilà, donc on va d'abord aller voir ces gens-là. Ensuite, on va aller voir, si ça ne marche pas, on va aller voir le médecin. Parce que quand on va voir le krus, ça ne coûte pas grand-chose, ça coûte quelques piécettes, mais quand on va voir le médecin, évidemment, ça coûte un peu plus cher. Évidemment, pas aussi cher qu'en France. Ici, quand on se va chez le médecin, ça coûte 5 $, donc c'est-à-dire 4,50 €. Vous imaginez, quoi. Il y a des gens qui sont bien formés, qui ont été formés en Occident, ou qui ont souvent beaucoup d'expérience
de médecine de brousse, si on peut dire, pour utiliser un terme africain. Donc, ils vont après voir le médecin. Et puis, si ça ne suffit pas, eh bien, ils vont aller à la pagode. Alors, la pagode, ça veut dire au monastère bouddhique. Ils vont aller au temple et puis ils vont faire des offrandes aux divinités. Puis, si ça ne suffit pas, ben là, on va avoir recours donc, à ce fameux rituel de rappel des pralongs. Alors, je vais, pour éviter de causer trop dans le désert, je vais vous montrer un peu une vidéo que j'ai tournée. Donc, j'ai tourné énormément de vidéos. Alors, pardonnez-moi, je voulais en fait, au départ, vous montrer une première vidéo qui est la réaction à chaud d'une jeune Française qui n'était pas mon cobaye, mais c'est elle qui a demandé à avoir ce rituel des pralongs. C'est une jeune femme qui a des difficultés psychologiques. Donc, elle m'a autorisé, elle a autorisé à publier toutes ces choses-là. Donc, je vais vous montrer sa réaction à chaud. Alors, quand j'ai enregistré ça, malheureusement, il y a eu un gros orage, on était sous des tôles, donc j'ai dû traiter le son, mais je pense que vous allez quand même comprendre tout ce qu'elle dit. Elle le dit en français, et puis on se retrouve juste à la fin de la vidéo. Sincèrement, c'est l'expérience à la fois l'une des Alors, je vais laisser passer un petit peu. Voilà. plus spéciales et la plus naturelle que j'ai jamais ressentie. C'est ça qui est assez particulier. Bon, alors excusez-moi, on a un problème. Là c'est un petit problème comment ça s'appelle, de débit depuis le Cambodge. Donc j'ai préparé en fait le film sur mon ordinateur. Donc je vais vous le passer directement de mon ordinateur si ça veut bien s'ouvrir. Et sincèrement, c'est l'expérience à la fois l'une des... Voilà, pardonnez-moi. Donc je vais vérifier, reprendre partage. Est-ce que vous voyez l'image là? On n'a pas la vidéo. Pas la vidéo. Alors, reprendre partage. Pourquoi ça ne marche pas? Je crois que je n'ai encore pas tout compris. Nouveau partage. Ah voilà, OK. Donc, je vous repasse depuis. On l'a. Et sincèrement, c'est l'expérience à la fois l'une des plus spéciales et la plus naturelle que j'ai jamais ressentie. C'est ça qui est assez particulier parce qu'il y avait à la fois les cris, quand elles sont mises à crier, les chants extrêmement mélodieux, c'était magnifique. Et puis moi j'étais dans une espèce de méditation, j'étais dans une espèce de bulle énergétique où les choses méditativement en fait elles venaient d'elles-mêmes. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y avait quand même des choses que j'ai jamais connues, des chants, des sons, et à la fois c'était incroyable et naturel. C'est ça le plus fort. Et là je me sens vide. Je suis vide, c'est vrai, c'est ça, vide. Mais pas, je suis pas en état d'euphorie, je suis vide, je suis... Moi. Et avant de venir, tu étais dans quel état? Avant de venir, ça, et depuis quelques temps, c'est un peu compliqué, mais dans une espèce d'un petit peu de bulle, dans une cage, mais façonnée par moi-même, dans ma cage à moi. Et c'est la pire cage qui soit d'ailleurs. Donc dans une cage prisonnière. Et là je me sens... je me sens rien en fait, même le mot de dire je me sens quelque chose ou pas, ça n'a pas de sens là parce que je suis juste une partie d'un tout là, je suis... Ok. Je ne sais pas si pendant toutes ces cérémonies tu as lu des images, des choses qui sont venues, des visions, des choses comme ça, ou des compréhensions. Des compréhensions pas forcément. Mais j'avais des mots qui me venaient, c'est-à-dire des sensations, c'est-à-dire voilà, là il faut que tu réfléchisses à cette idée, que tu travailles sur cette idée-là, que tu fasses partir une chose ou une autre. J'ai vu des grands moments de lumière et puis des moments où tout simplement c'est des réactions, je pense que vous pouvez même le voir, c'était des choses qui étaient physiques. Au moment tout simplement, je pouvais même plus, j'avais ma bouche qui était en train de se détendre d'elle-même et elle partait comme ça. Puis des moments où je ressentais des vibrations dans le corps, des choses extrêmement incontrôlables. D'ailleurs, je n'ai pas essayé forcément de les chercher, les choses.
je partais en vibration, c'était super fort. Après, j'ai pas eu des visions du futur ou des choses. J'ai vu des gens que j'aime, je les ai vus venir et m'envoyer des messages d'amour, mais j'ai pas. Voilà, c'est déjà exceptionnel, je pense. Donc voilà, donc en fait, ce rituel, parce qu'il nous reste seulement 15 minutes, je crois, donc ce rituel, après analyse donc avec Sylvia More, Sylvia More est une des spécialistes de l'hypnose, et donc ce qu'on peut dire, c'est que ce rituel est un rituel hypnotique multisensoriel. Puisque dans ce rituel, on a des chants, on a des choses visuelles, on a de l'encens, on a des bougies, on a vraiment tout un corpus. Alors, en tout cas, le corpus sonore, lui, il est très, très important et très impressionnant. Donc, je vais vous passer un bout de la vidéo de ce rituel. Alors, ça, c'est celui-ci, Rappel des âmes. Voilà. Alors, nouveau partage. Donc là, on est dans un monastère bouddhique, tout petit monastère où il y a juste seulement un vénérable et quelques moines. Et c'est un monastère, je pense que c'est un des monastères les plus traditionnels qui restent au Cambodge aujourd'hui, où il s'y passe vraiment des choses extraordinaires. Alors, c'est parti. Alors là, je prends la parole une seconde. Donc là, le moine va chanter un texte qui a été consigné probablement vers le XVIIIe siècle. Et ce texte est une négociation. Donc c'est un texte en prose, non pas un texte en vers, mais un texte en prose, une négociation avec les esprits et les praluns. C'est-à-dire qu'on considère que les âmes sont parties du corps, sont parties dans la forêt, et que dans cette forêt, eh bien, parce qu'avant le Cambodge était couvert de forêts, et que dans cette forêt, il y a des esprits extrêmement divers, dont on connaît les noms de ces esprits. Et finalement, après analyse, on s'aperçoit que ces esprits sont un peu comme les gens, c'est-à-dire avec des troubles, ils représentent des troubles mentaux, et beaucoup de ces esprits sont ce qu'on pourrait qualifier des pervers narcissiques. Donc, les âmes sont appelées par ces esprits, et le moine, donc c'est un texte fixe qui est chanté d'une certaine manière qu'on appelle le smot, S-M-O-T, et dans ce texte, il est dit aux âmes: n'allez pas dans tel endroit parce que là, vous allez rencontrer des esprits qui vont vous cajoler, et une fois que vous vous serez approché suffisamment près, ils vont vous attraper et ils vont vous faire du mal. Donc voilà, c'est donc une espèce de négociation commerciale.
Alors, là, ce qu'on vient d'entendre, ce sont des femmes laïques. Alors, voilà. Ce sont des femmes laïques qui font partie du rituel. Pardon. Et ces femmes laïques, eh bien, ce qu'elles sont en train de faire, elles sont en train de faire également, elles, une négociation avec les âmes. Donc, elles leur demandent de revenir en leur disant, revenez à la maison, ici, il y a de la bonne nourriture qui vous attend, il y a des nattes et des couvertures qui sont bien chaudes et qui sont bien confortables. Donc, revenez, revenez, revenez. Donc, c'est vraiment cette espèce de chant, ce cri absolument incroyable qui invite également les âmes à revenir. Et donc, à gauche de l'image, vous voyez donc une échelle, et donc c'est l'échelle par laquelle les âmes peuvent revenir. Donc, elles sont bordées d'encens, puisque l'encens également est une manière de faire monter les requêtes des adeptes vers le divin, vers le monde de l'invisible. Donc voilà, le rituel, alors c'est un rituel, alors je sais plus trop ce qu'on peut voir dedans. C'est un rituel en fait où on fait mourir la personne, c'est-à-dire que le patient, on le fait mourir dans sa vie d'avant, et on va le faire renaître dans une nouvelle vie. Donc il y a un rituel de mort. C'est-à-dire qu'ici, la mort au Cambodge, ça se passe avec la couleur blanche, donc tout le monde est vêtu de blanc. Et donc, la patiente va s'allonger, on va le recouvrir d'un vêtement blanc, enfin d'un tulle blanc, et puis il va y avoir des prières, et ensuite on va enlever ce tulle blanc et tout ce qui a servi. Il y a un petit cercueil également qui a été réalisé sur ces dimensions corporelles, et ensuite ce petit cercueil, eh bien, il va être mis à l'extérieur, donc il va être brûlé. Donc tout ce qui sera de la vie d'avant, de tous ces âmes, de tout ce qui est mauvais dans le corps de la personne, ou en tout cas dans ses pensées, va être mis dans ce cercueil, dans ce vêtement blanc, et tout ça, ça va être brûlé. Et on voit là, par exemple, au-dessus de la jeune femme, vous voyez, il y a un fil, il y a des fils qui partent, et donc tous ces fils sont reliés à une image du Bouddha. Alors ici, c'est une image, ça peut être une statue, etc. Donc, on est vraiment dans un rituel avec des choses qui ont trait au bouddhisme et des choses qui ont trait au monde animiste. J'enverrai à Jean, voici l'échelle par laquelle les patients peuvent descendre. J'enverrai à Jean qui vous le transmettra un lien sur mon autre site qui est ouvert, où vous pourrez lire et voir ce film, et quelques autres vidéos pour voilà, quand vous aurez un moment pour regarder ça. Donc voilà, je voulais, parce qu'il nous reste quelques minutes. Donc voilà, c'était une introduction. Peut-être si vous avez une ou deux questions auxquelles je peux répondre sur ce rituel. Ce qui est important ici, c'est… Alors, je vais vous raconter une toute petite histoire qui s'est passée le lendemain de ce tournage. Donc, ce tournage, c'était en 2019. J'étais dans une guest house et puis je devais sortir. Donc, je sors dans la cour de la guest house où j'avais garé ma moto. Et généralement, je pose mon casque sur un rétroviseur de la moto. Et puis là, je vois qu'il n'y avait pas le casque. Donc, je traverse la cour. Je l'avais laissé sous un appentis puisqu'on était en saison des pluies. Et puis, je prends mon casque en main et je m'en vais pour aller vers la moto. Et là, il s'est passé une chose absolument extraordinaire. J'ai eu une extase, mais vraiment quelque chose où on sent plus son corps, on n'est plus dans le temps, on n'est plus dans l'espace. C'était vraiment la sensation la plus extraordinaire que j'ai pu sentir dans ma vie. Et ça s'est passé le lendemain de ce rituel. Donc, je pense que c'était pas un hasard. Le rituel m'avait profité moi aussi. Donc, je n'étais que le caméraman de l'affaire. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous prend. Vous avez entendu le témoignage de cette jeune femme. C'est vraiment quelque chose qui vous prend par tous les sens
Et évidemment, il y a aussi, alors après on croit pas, c'est une autre affaire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe aussi dans la connexion spirituelle. Voilà, si vous avez des questions, Alors oui, Jean. une question à distanciel. Les instruments et le chant sont-ils utilisés en dehors des rituels, cérémonies, théâtre, danse par exemple, dans un cadre privé, familial? Oui, alors ça évidemment, alors au Cambodge, en fait, il y a, on va dire officiellement, une grande musique qui est qu'on appelle le Mahaori, qui est la musique de la cour royale, la musique de divertissement de la cour. Mais c'est au Cambodge dans le cadre des musiques traditionnelles. Hein. Je parle pas de toutes les musiques importées d'ailleurs, mais c'est le Mahaori qui est une musique qui est probablement née à l'époque en coréenne. Ce sont même des chercheurs thaïs qui le disent. Donc, pour que les Thaïs disent que ce sont les Cambodgiens qui ont inventé ça, les Khmers, c'est forcément vrai. Bref, donc effectivement, il existe une musique. Après, évidemment, dans le cadre familial, il faut déjà qu'il y ait des musiciens. Donc, il y a quand même pas beaucoup de musiciens au Cambodge. On fait de la musique essentiellement dans les rituels bouddhistes. Donc, ce n'est pas de la musique sacrée, c'est de la musique bouche-trou. C'est-à-dire que dans les cérémonies bouddhistes, il y a toujours ce qu'on appelle les achars, qui sont les maîtres de cérémonie, qui sont des laïcs, mais qui sont bien souvent des anciens moines, parce qu'il faut avoir une certaine science. Il y a les moines, le vénérable, donc tous ces gens-là prennent la parole tour à tour. Et puis, dans des moments de vide, qui sont par exemple le moment du repas, eh bien, il y a des musiciens qui jouent. Pareil pour les funérailles, on a à peu près le même type de musique, donc des musiques percussions mélodiques, mais avec un répertoire funéraire, qui sont des musiques bouche-trou. Les musiques les plus, évidemment, les plus fréquentes, enfin, c'est la musique vocale, donc c'est les chants tels qu'on a un tout petit peu entendu dans cette vidéo. Donc, dans les monastères, les moines chantent. Tous les textes bouddhiques sont chantés, ils ne sont pas récités, ils sont chantés, donc avec différents outils scalaires. Dans les maisons, il n'y a pas vraiment de musiciens. Alors, les femmes, les filles chantent, oui, les filles chantent. Les Cambodgiens sont un peuple de danseurs, donc on danse beaucoup, de plus en plus sur la musique khmer modernisée, avec des instruments modernes. Il y a une question dans la salle. Bonjour Monsieur Kersalé, merci beaucoup pour votre présentation. Effectivement, c'est un regard nouveau personnellement de voir tout ce travail que vous menez. Moi, je m'interroge sur le fait, notamment votre travail géodésique qui seul me paraît un travail assez colossal. Et je me demandais si vous êtes déjà amené ou vous serez amené à travailler avec d'autres ethnomusicologues pour enrichir vos bases de données, croiser vos expériences. Et pareil, est-ce que vous ferez un lien avec des institutions type Cité de la musique, Philharmonie de Paris, etc., qui ont déjà pas mal de documentation aussi pour rester dans le 360 de ce regard entre les différentes cultures musicales et aussi pratiques, que ce soit danse, rituel, sacré, etc. Merci. Je vous en prie. Alors, en vérité, les autres ethnomusicologues, je vais plutôt les chercher avec ma caméra, donc sous forme d'interview. À partir du moment où les musicologues apportent des documents qui sont de qualité, enfin, qui peuvent rentrer dans les clous d'ici, il n'y a aucun souci.
Ce qu'il n'y aura pas, en revanche, sur ce site, ce sont des liens externes, parce qu'on s'aperçoit, et on le voit très bien sur Wikipédia, lorsqu'on va sur Wikipédia, dans ce qui concerne toutes les références qui sont en bas de page de Wikipédia, on a des liens morts qui sont environ 80% de liens morts. Donc, c'est un grand problème, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des liens externes vers des institutions, etc., dès qu'il y a une modification, toc, le lien il tombe. Et donc, quand on a un site Internet de qualité, d'avoir des liens morts, vraiment, ça ne le fait pas. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas ça. Alors, il existe, je crois, des outils qui permettent d'aller tester les liens, pour voir s'il y a des erreurs, la fameuse erreur 404. Pour l'instant, j'en suis pas là, mais pour l'instant, j'ai pris l'option de n'avoir aucun lien extérieur. En revanche, il y aura effectivement, il y a déjà des PDF qu'on peut trouver ailleurs sur Internet, sur des sites de recherche, des PDF de musicologues ou de thésards qui sont des thèses qu'on pourra télécharger. Merci pour votre réponse. J'aimerais juste repréciser un petit peu ma question. Quand je parlais de lien, c'était aussi dans le sens de la collaboration. Oui, voilà. Parce que vous êtes à distance, effectivement, le pont, comment vous le faites aussi avec les institutions ici qui travaillent aussi sur ces sujets. Et j'ai l'impression que quand on se joint en nombre sur le croisement de regards, ou d'expérience, ça permet effectivement de toucher peut-être un plus grand nombre aussi, ou d'apporter plus de précision chacun de son côté. Enfin, c'est dans ce sens-là, en fait. Oui, j'entends bien. Écoutez, là, c'est complètement ouvert. C'est complètement ouvert. Pour l'instant, le site n'est pas comme Wikipédia, c'est-à-dire où tout le monde peut mettre les mains. Malheureusement, Wikipédia, ça a beaucoup d'avantages, mais quand on est un peu spécialiste de certains sujets, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'erreurs, parce que le propre de Wikipédia, c'est qu'il faut que les choses aient déjà été publiées. Ici, sur Géosic, il y a des choses qui ont déjà été publiées, par mes soins ou par d'autres, mais c'est essentiellement de la primo-publication, c'est-à-dire c'est pas du réchauffé. Maintenant, là, par exemple, je prépare donc je vais vous dire en une minute mes projets. Mes projets, là, c'est donc je pense partir du Cambodge au mois de juin, et je vais partir en Égypte pour faire un travail. Mon objectif, c'est de faire un travail de traduction ou de retraduction des passages de la Bible qui ont trait à la musique. Et malheureusement, le problème, c'est que la Bible a été traduite, et tous les passages sur la musique, il y en a 575 qui parlent de musique, d'instruments de musique, d'orchestre, etc. Tout a été traduit avec des termes français. Or, les gens qui font les traductions ne sont pas du tout des musicologues, et ils mélangent tous les instruments. Donc, l'idée, c'est de pouvoir d'offrir ces 575 traductions, mais avec les mots originaux, alors qu'ils soient en hébreu ou qu'ils soient en grec. Et puis, mais pour pouvoir faire ce travail et qu'il y ait une cohérence, parce que dans la Bible, on a uniquement des textes, mais on n'a pas d'iconographie. Et donc, l'iconographie, on peut la trouver en Égypte. Et parce qu'évidemment, ce sont deux territoires voisins où les Hébreux ont été traités comme des esclaves en Égypte, mais ils ont ramené aussi des savoir-faire, des instruments, des savoir-faire, etc. Donc là, je vais partir en Égypte pour faire un point sur les instruments de musique depuis les périodes antiques jusqu'à la période gréco-romaine. Donc ça, c'est un travail que je vais faire. Et puis un deuxième travail qui est un travail de transversalité, où je vais travailler avec différentes personnes, qui est un travail de transversalité sur l'ensemble de l'Afrique noire, puisque on pense bien souvent que l'Égypte pharaonique a disparu, mais tout n'a pas disparu. Il y a encore des communautés où on célèbre et on invoque certaines divinités de l'Égypte antique. Donc, je vais aller travailler sur ces sujets. Et donc là, je vais travailler avec des chercheurs égyptiens, notamment. J'ai déjà des contacts, et c'est ce qui va se passer dans les mois qui vont venir. Merci beaucoup, Patrick, pour ton intervention de ce matin, ton intervention d'hier aussi, de t'être rendu disponible à distance avec le décalage horaire. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de t'écouter parler.
C'est très, très riche depuis l'expérience que tu m'as permis de vivre au Burkina Faso. Et puis, voilà, j'invite les personnes qui sont dans la salle, qui, je pense, ont une sensibilité pour l'ethnomusicologie, à faire un voyage, ou plusieurs même, à aller rencontrer l'autre, parce que, comme tu disais dans les valeurs en début de séance, je pense que c'est important d'aller vers l'autre pour se connaître soi-même. Ça permet de sortir de la bulle égotiste et de comprendre un peu mieux qui on est. Donc, je te remercie de m'avoir fait visiter le Burkina Faso à distance et je te remercie pour cet atelier. Voilà. Merci, Patrick. Ok, à tout à l'heure.